clichés de côté, j'ai peur. J'ai vraiment peur pour ma vie. J'ai l'impression que la seule chose qui peut me calmer est de tout laisser tomber. Pour le moment, je peux sentir un regard glacé sur moi. Je sais pas d'où il vient, mais ça me traverse jusqu'aux os. Ses yeux froids et sans cœur me regardent de partout. Désolé, j'ai besoin d'un moment pour me reprendre. Ce qui semble être à peine quelques heures plus tôt, j'ai quitté ma maison pour une petite excursion. Une simple marche dans les collines de mon Colorado natal. J'ai pris quelques affaires, rien de sérieux pour un long voyage. C'était quelques barres énergétiques et une bouteille d'alcool qui m'aiderait à tenir le coup. J'ai laissé ma voiture dans un parking vide près d'une crique au pied des collines, et j'ai commencé à grimper. À un moment, j'ai commencé à me sentir mal durant la marche. Peut-être était-ce l'altitude, ou la nourriture indienne que j'avais mangée la veille. Mais quelque chose me troublait. Après 1 heure de marche, j'ai découvert un petit camp près d'un marécage. Le camp semblait abandonné, et leur propriétaire n'était pas en vue. J'ai réalisé que j'étais la seule personne vivante dans ces collines. J'ai trouvé un sac à dos dans le marécage, contenant quelques bouts de papier. Je n'avais aucune intention de lire ce qui était écrit, ce qui aurait été inutile, mais cela semblait écrit à la va-vite. J'ai reposé le sac à dos et son contenu dans le camp, et j'ai admiré le paysage avant de continuer plus loin dans les collines. Quelques heures plus tard, j'ai trouvé un excellent endroit près d'une falaise, avec une vue englobant presque toute la crique où je m'étais garé. J'ai décidé que ce serait un endroit parfait pour manger une barre. Je me suis assis sur un rocher et j'ai fouillé dans mon sac pour y trouver quelque chose que je n'avais absolument pas emporté. Mes mains agrippèrent un journal en cuir très humide, à la place d'un sac de conservation en plastique. J'ai sorti le journal et l'ai regardé dans un état de choc mêlé de crainte pour quelques minutes. Tant de temps perdu. Je ne sais pas ce qui m'a décidé à l'ouvrir, mais maintenant j'y suis. 9 septembre, 9h32. Je suis arrivé à la crique ce matin. Je suis excité d'enfin passer du temps avec mes potes. Mes potes étant Max, Sean, John, Tracy, Jess et Kerry. Nous allons monter dans les collines et trouver un endroit sympa pour nous installer. 15h22. Nous avons monté le camp dans un marécage entouré d'une forêt. Un endroit cool, si Tracy ne me lançait pas des boules de boue. Ah, cette fille. 20h47. On va enfin pouvoir fermer l'œil. On a passé toute l'après-midi autour d'un feu à parler. Max et John sont endormis l'un sur l'autre et Sean continue de défrayer Jess. Je suis fier d'être ami avec eux. 10 septembre, 1h14. Je me bats pour m'endormir. Je continue d'entendre ces sons, comme des chuchotements. Mais tout le monde dort. Ah, ça doit être le vent. Parano? Déjà. 9h05. Enfin réussi à m'endormir après m'être forcé à oublier ces bruits. Peu de temps après le réveil, Kiri m'a parlé de son rêve. Un putain de rêve bien effrayant. Je suis toujours nul pour réconforter les filles, mais elle semblait vraiment effrayée. 11h55. Nous, c'est-à-dire moi, Jess, Kerry, Max et Sean, avons quitté le camp pour explorer la région. Peut-être pourrions-nous trouver une grotte avec quelques silex ou quelque chose du genre. J'en doute, merde. Je me suis perdu, et je me suis séparé du groupe. Je vais continuer à écrire après être retourné dans le camp. 16h44. J'ai retrouvé les potes. Nous sommes rentrés au camp. Dès l'instant où la tente était visible à travers la brume, je savais que quelque chose n'allait pas. Sean est introuvable. Et... l'écriture est devenue visiblement tremblotante à ce stade. Tracy est morte. Elle s'est noyée. Son visage durement enfoncé dans la boue au fond de l'étang. Jess ne s'arrête pas de pleurer, et Kerry est juste là à regarder le cadavre sans expression. Nous ne pouvons pas appeler à l'aide. Aucun moyen. Nous ne pouvons pas trouver le chemin du retour. Sean a pris la carte. 15h01. Max a proposé de quitter le camp et d'essayer de trouver Sean. Personne n'a dit non. Nous avons rempli nos affaires et quitté l'endroit le plus vite possible. 11 septembre, 8h41. Personne n'a bien dormi cette nuit, mais je pense que nous nous sommes tous assoupis à un moment donné. J'ai été le premier à me réveiller. Les chuchotements rebondissaient dans ma tête, me forçant à me réveiller. J'ai ouvert mes yeux et j'ai vu le visage délicat de Kerry qui me faisait face. Elle semblait si calme et apaisée quand elle dormait. Mes pensées ont été interrompues par des cris étouffés, suivis par un bruit humide et fort. Tout le monde s'est réveillé et nous avons foncé vers la source du bruit, une falaise avec une vue parfaite. Nous avons tous regardé sur la falaise en sachant exactement à quoi s'attendre, mais même ce que nous avions vu n'était pas prévisible. Au bas de la falaise, dans un désordre sanglant, se trouvait Sean, son visage à peine visible parmi la brume et le sang.
À ce moment, j'ai refermé brutalement le livre, réalisant soudainement que cette falaise avec une vue parfaite était celle que j'avais en face de moi. J'ai lâché ma trouvaille et j'ai regardé par-dessus bord, pour être pris de court par une couche de brouillard sur le dessus des feuilles. Je me suis assis en arrière sur le rocher et j'ai bien réfléchi pendant quelques minutes. Plus de temps à perdre. J'étais de nouveau obligé de continuer à lire. Alors j'ai ouvert le journal et j'ai continué. 19h36. Max, John et Jess sont dirigés dans la direction du craquement, laissant Kerry et moi dans un petit camp près de la falaise. Elle est juste assise là, à regarder dans le feu, les yeux en larmes et son visage inexpressif. Savait-elle ce qui se passait? Avait-elle été avertie? Nous étions tous deux trop fatigués pour montrer une émotion, et encore moins pour parler. Et je peux entendre les chuchotements revenir. Je vais essayer de dormir un peu. 12 septembre, minuit 11. L'écriture de cette partie était très dérangeante, presque comme si elle était gravée avec une griffe. Ces collines brûlent. Laissez le mist prendre le feu. Laissez le mist prendre le feu. Laissez le mist les prendre et les engloutir. Rejoignez-le et chuchotez avec eux. Chuchotez avec le mist. Après avoir terminé de lire cette partie, j'ai entendu un bruit très distinct par loin derrière moi. Peut-être une jeune enfant en train de ricaner. Mais je ne suis pas resté dans les parages pour le savoir. J'ai sprinté aussi loin de la falaise que possible. Et j'ai couru pendant des heures jusqu'à ce que mes jambes cèdent avant de m'effondrer sur le côté d'un ruisseau dans une carrière. Je devais finir de lire. Je voulais savoir ce qui s'était passé. J'ai ouvert mon sac à dos et j'ai sorti la dernière barre énergétique et le journal. Je l'ai ouvert à la page suivante pour la trouver teintée d'orange de sang. L'écriture était tremblotante, très tremblotante. La peur m'a saisi. 19h59. Oh mon Dieu. Mes mains, mes bras, ma bouche. Tant de sang. Kerry, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ne réponds-tu pas? Pourquoi tu ne parles pas, putain? Je continue de te frapper et tout ce qui sort de ta bouche, c'est du sang. Tu ne parles pas. Pas même un murmure. Pas comme Tracy. Tracy parlait trop, j'ai dû la faire taire. Elle a rejoint les chuchoteurs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Et maintenant je suis là, seul dans les collines, constamment observé. Je peux plus courir, mais il le faut. Je dois courir avant que le mist s'installe. Vous avez déjà entendu parler d'Atmosphere Nightmare? Comme beaucoup d'autres jeux de société produits dans les années 90, celui-ci était accompagné d'une cassette VHS qui rythmait et dirigeait la partie. Le personnage sur la vidéo donnait des instructions aux joueurs, et ceci les réalisait en temps réel. Étant une véritable poule mouillée, j'ai refusé d'y jouer quand ma mère nous l'a acheté. Mon grand frère était déçu de ne pas pouvoir jouer à Nightmare, mais ma mère pensait avoir trouvé la solution en se procurant Rapra. C'était un jeu pas très connu, de toute évidence à bas budget, destiné aux enfants de mon âge. Il fallait faire le tour du plateau, récupérer les fromages, et le premier joueur à arriver au bout du parcours gagnait la partie. Les règles semblaient assez simples, et puis ça nous rappelait un peu Attrape-souris. Il n'y avait aucune raison de ne pas vouloir y jouer. Le début de la cassette nous expliquait simplement les règles de base et le fonctionnement du jeu. C'est alors que Rapra est apparu à l'écran. Il n'était pas vraiment ce qu'on attendait, moi et les autres. Mon petit frère, qui n'avait que 3 ans à l'époque, s'est vite mis à pleurer et a immédiatement quitté la pièce. Le rat en question ressemblait à peine à un rat. Ses oreilles étaient bien trop grandes. Il avait une bouche ridée, garnie de seulement 2 dents, qui semblaient comme bouffies à l'intérieur. Mais le plus frappant, c'était ses yeux. Grands, vitreux, comme ceux d'un poisson. Un peu dérangé, j'ai demandé à ma mère d'éteindre la télé. C'est à ce moment que Rapra s'est mis à crier, d'une voix grave, très différente du ton nasillard insupportable qu'il avait fait entendre jusqu'à là. « Attends ton tour ». Derrière, on pouvait entendre la voix du narrateur répétant inlassablement « Son nom est Rapra, et Rapra est le boss ». Sur un ton qui nous a paru soudainement beaucoup trop sérieux. La vidéo était indescriptible. Les images se succédaient à l'écran à toute vitesse, entrecoupées de plans rapprochés sur les yeux inexpressifs de Rapra. Chacun de ces éléments me rappelait tout ce qui m'effrayait le plus à l'époque. Un type qui nous observe d'un balcon, un frelon prêt à vous piquer dans l'œil, un gros plan sur une tarentule, une fosse pleine de crotales, une seringue remplie d'un fluide vert. J'avais les mêmes frissons que devant ces peurs de gosse. On a tout de suite éteint le magnétoscope et j'ai quitté la chambre en criant, claquant la porte. Il a bien fallu 20 minutes à ma mère pour me convaincre que la vidéo était partie, et que je ne la reverrai plus jamais. J'en ai fait des cauchemars pendant toute la semaine. Ce n'était pas la dernière fois que j'ai vu Rapra. Alors que je me préparais à emménager avec ma copine, je débarrassais le placard de ma vieille chambre d'enfant. Et c'est là que j'ai retrouvé la boîte avec le vieux jeu de plateau et la vieille VHS à peine défraîchie par les années. Mis à part l'épaisse couche de poussière et de toile d'araignée qui la recouvrait, elle était comme neuve. J'étais un peu surpris que ma mère ne se soit pas débarrassée depuis le temps. Et puis, qu'est-ce que ça faisait dans ma chambre?
C'est là que ma copine est entrée dans la pièce et m'a trouvé en train de regarder cette boîte avec un peu trop d'insistance. Elle m'a demandé ce qui se passait. J'ai simplement répondu « Rapra ». J'avais du mal à cacher mon trouble. Elle a lâché un petit rire me demandant si c'était une blague. Je lui ai dit que non, avant de décider que le meilleur moyen de la convaincre était de regarder la cassette ensemble. On est allé chez mon voisin, emprunter un vieux magnétoscope et on a lancé la cassette. Cependant, les images avaient changé. Il y avait un clown dont le nez rouge gonflé finissait par éclater en répandant du sang sur l'écran. Une femme assise seule dans une pièce sombre. Un homme forcé à saisir à main nue une barre de fer chauffée à blanc jusqu'à complètement brûler sa pomme. Le grattement que j'avais entendu étant gosse a repris, de plus en plus fort. C'est alors que Rapra est apparu à nouveau, convulsant dans son cadre rond, ses bras s'agitant dans tous les sens. Ce n'était plus une marionnette, on aurait dit de la vraie fourrure. Son visage n'était pas fait de plastique, mais de touffes de poils hérissés et de dents pointues. Ses yeux sont révulsés avant de revenir soudainement. Ses yeux vitreux que je connaissais bien étaient posés sur moi, réagissant à chacun de mes mouvements, chacune de mes expressions. Il s'est mis à sourire d'un air mesquin, agitant devant ma copine et moi, sa main tendue, inhumaine. Je pouvais entendre gratter à ma porte. La cassette s'arrêtait là. L'écran ne diffusait plus que de la neige. À la porte, les grattements s'intensifiaient. Ce n'étaient plus des grattements, mais des coups. Les coups de petits pieds sur le bois. Ma copine m'a sauté dans les bras. J'étais moi-même tétanisé. Avant qu'il ne se passe quoi que ce soit d'autre, j'ai arrêté le magnétoscope et retiré la cassette. Les grattements ont cessé. J'ai essayé de voir le porche depuis la fenêtre du salon. Il n'y avait personne. La police est arrivée peu après, nous disant qu'un de nos voisins venait d'appeler, inquiet, après avoir vu une silhouette rôder autour de la maison. Ma copine et moi n'avons pu donner aucune explication à ce qui venait de se passer et nous avons été forcés à dire que ce n'était que nous, qu'il n'y avait aucun problème. J'étais furieux qu'un simple jeu pour gamins puisse me terrifier. Je me suis approché du magnétoscope pour retirer la cassette, mais au moment où je l'ai saisie, j'ai ressenti une douleur cuisante. Elle était brûlante. On a dû y aller avec des maniques pour sortir la VHS, et même avec ça, on ne pouvait pas la tenir plus de quelques secondes sans risquer de se brûler. Je l'ai amenée dehors, jetée sur le trottoir, puis je l'ai écrasée à coups de botte. Les nuits suivantes, ma copine et moi avons eu sans arrêt des cauchemars. Toutes les nuits on se levait à pas d'heure, et on décrivait des rêves étrangement similaires. On entendait souvent ce grattement quand toutes les lumières étaient éteintes et que la chambre était plongée dans le noir. Si on accepte la lumière de la lune. Maintenant, cependant, on l'entendait chaque fois qu'on se rapprochait de la porte d'entrée, et à chaque fois qu'on prononçait le nom Rapra. C'était comme si une petite chose traînait quelque chose de l'autre côté de la porte. Attendant, faisant les 100 pas. J'attendais simplement dans mon lit, les couvertures tirées jusqu'au menton, jusqu'à succomber à la fatigue. Au bout d'un moment, j'étais déterminé à poursuivre la compagnie en justice. La première chose que j'ai faite a été de demander à ma mère où elle s'était procuré le jeu. Elle ne s'en souvenait plus. J'ai fini par trouver un vendeur qui possédait plusieurs versions de Rapra et lui ai demandé s'il savait comment contacter l'entreprise qui avait produit le jeu. Il m'a envoyé ce mail en réponse. J'en sais pas plus que ça sur le jeu lui-même, mais je sais que ça a été créé par les mêmes personnes d'Atmosphere. La boîte s'appelle A Couple of Cowboys. Essayez de leur parler. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que la compagnie a mis les clés sur la porte en 94, 2 ans seulement après la sortie de Rapra. J'ai trouvé la raison de la fermeture peu de temps après. En 92, pendant le développement du jeu, A Couple of Cowboys a commandé à une compagnie haïtienne de créer la marionnette de Rapra. La compagnie possédait une usine où des femmes et des enfants travaillaient pour un salaire de misère. C'est là qu'ont été produits les différents composants de la marionnette. Un jour, une jeune fille qui travaillait dans la manufacture a eu son bras pris dans une des machines. Le système de chargement, incapable de supporter le poids de la machine, s'est brusquement détendu et a frappé la nuque de l'enfant, la tuant instantanément. Quelques jours après les funérailles, la mère de l'enfant est venue à l'usine, demandant à voir son propriétaire. Ce dernier niait toute responsabilité. Dans un instant de rage, la mère aurait déclaré que le sang des innocents s'insinuerait dans chacune des fibres de la marionnette, et que toute personne qui la toucherait serait promise à la mort. Elle clamait avoir invoqué un démon de terreur, et criait aussi fort qu'elle pouvait « Appara, vous me dira ». Le propriétaire aurait ri à ces paroles avant de raconter l'histoire à ses supérieurs. La blague s'est répandue de bouche à oreille, jusqu'à ce que le jeu soit renommé Rapra, une anagramme approximative d'Appara. Chaque fois que ce nom était prononcé, la malédiction grandissait en intensité. 2 ans seulement après la sortie du jeu, la compagnie a fermé ses portes et a été absorbée par Mattel. On raconte des histoires sur des employés qui demandaient des jours de congé, s'absentaient pendant des semaines et trouvaient la marionnette à des endroits inattendus. Puis, il y a eu les cas de suicide, des suicides violents, macabres, d'employés se mutilant les mains et s'immolant par le feu, écrivant « Je suis la peur » avec leur sang avant de succomber. Personne ne sait ce qu'est devenue la marionnette après la disparition de ses créateurs.
Certains disent que la dernière chose que voient les victimes avant de devenir folles est une paire d'yeux immenses et vides, comme ceux d'un poisson. Quelques avertissements. Ne jamais dire Apara à voix haute. Prononcer le nom d'un démon d'une manière ostensible est pour lui une invitation, un appel. Si vous l'avez déjà fait, il est trop tard. Ne cherchez pas à parler à Apara, ni à le contacter d'aucune manière. Évitez d'être réveillé entre 3h30 et 4h. C'est le moment où il préfère frapper. Au sujet de l'audio, la VHS est revenue. Je croyais m'en être débarrassé, mais elle est de retour. Je l'ai trouvée dans mon tiroir H7 hier. Cette fois-ci, j'étais prêt. Beaucoup de gens m'ont demandé de leur fournir la cassette ou de mettre son contenu en ligne. Ma réponse pour tous, je n'accéderai pas à votre requête pour la simple raison que c'est trop dangereux. Si je l'avais fait, vous auriez très bien pu devenir fou. Vous effrayez jusqu'à la mort. La vidéo et le jeu, et Rapra lui-même, possèdent un pouvoir étrange. Rapra me suit où que j'aille. Je vois de petites ombres du coin de l'œil, ou bien des sons surviennent du couloir quand je suis seul chez moi. Si Rapra est là, il vous le fera comprendre, mais il ne se fera jamais voir. Jusqu'au moment où il sera trop tard, bien sûr. Beaucoup de personnes ont regardé la vidéo normale, vendue avec le jeu normal. C'est là le problème. Rapra peut se montrer normal. Il vous fera croire qu'il n'est qu'une marionnette, avant de vous traquer, jour et nuit. Dans tous les jeux Pokémon, il y a des cavernes sombres où l'on doit utiliser l'habilité Flash, et ainsi y voir clairement dans la noirceur. Cependant, avez-vous déjà essayé de les traverser sans cette attaque? J'ai découvert ce truc sur Pokémon Or, et depuis, je l'ai essayé sur tous les jeux Pokémon que je possède. Ça fonctionne dans tous les jeux, même les jeux de la première génération. Vous devez être dans une caverne sombre, ou n'importe où, vous devriez normalement utiliser Flash. Marchez un peu, battez-vous contre des Pokémon dans le noir, butez-vous contre des dresseurs, et continuez à errer dans la noirceur. Éventuellement, vous trouverez une échelle qui n'est pas sur la carte. Descendez cette dernière. L'écran virera au noir alors que vous entendrez l'effet sonore descendre l'escalier. Mais vous pourrez l'entendre 4 fois, comme si vous veniez de descendre de 4 étages. Une boîte de texte apparaîtra sur l'écran noir, qui dit simplement « Où te crois-tu » La musique sera déformée pendant quelques secondes, alors que l'écran sera plein de bugs. Parfois, vous pourrez entendre un bruit sourd comme si vous veniez de foncer dans un mur, ou un cri de Pokémon déformé qui ressemble à un hurlement. Après, vous pourrez voir. Dans les anciennes générations de Pokémon, on aurait seulement dit que vous aviez simplement trouvé une nouvelle zone qui n'était pas sur la carte. Dans les nouvelles générations, vous pouvez voir que quelque chose ne tourne pas rond, puisque tout est en noir et blanc. Vous serez dans une grande salle vide. Les murs auront tous quelque chose d'écrit dessus, généralement le nom de votre dresseur et le temps ou les noms de vos Pokémon. Vous pouvez marcher au travers de l'un des murs, mais il varie dans chaque jeu. Si je me souviens bien, c'est le mur du haut dans le diamant, et celui de gauche dans jaune, etc. Quand vous allez au travers du mur, vous serez de retour dans le monde principal, à l'extérieur de la grotte. Tout sera en noir et blanc. La musique sera plus lente et plus grave. Occasionnellement, elle sautera aussi. Essayer de parler aux gens est inutile, vous ne pouvez plus interagir avec eux. Dans Pokémon Jaune, le sprite de Pikachu qui vous suit partout devient celui d'un fantôme de l'avant-ville. Si vous vérifiez vos Pokémon, ils seront tous là. Même stats, surnoms et attaques, mais tous leurs sprites ont été transformés en ceux du fantôme. Si vous allez dans les hautes herbes et trouvez des Pokémon sauvages, ils vous fuiront presque immédiatement. Retournez dans la caverne d'où vous êtes sorti. C'est maintenant le seul endroit où vous pouvez vous battre contre des Pokémon sauvages et d'autres dresseurs, tant et aussi longtemps que vous n'utilisez pas Flash. J'ai récemment découvert que si vous jouez au jeu comme ça assez longtemps, vous croiserez éventuellement un dresseur qui utilise le sprite du personnage principal dans cette caverne. Il ressort du tout, puisqu'il est en couleur, alors que n'importe quoi d'autre est en noir et blanc. Cependant, si vous essayez de leur parler, une boîte de texte apparaîtra disant « Où te crois-tu » L'écran vire au noir, et vous entendrez la même musique déformée, le même bruit sourd ou hurlement qu'avant. Je suis sûr que tout le monde connaît Disney, pas vrai? Qui sur cette planète pourrait ne pas connaître? Cette mignonne petite souris et tous ses personnages, plus tous adorables les uns que les autres. Mon personnage préféré quand j'étais enfant était Pinocchio. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours été fasciné par lui. Le simple fait qu'il veuille devenir un vrai petit garçon était charmant, et pourtant, étrangement glauque à mes yeux. Comment diable ferait-il pour devenir un vrai garçon en chair et en os? Je trouvais aussi son nez qui changeait de taille amusant. Bref,
Je m'égare. L'histoire que je vais vous raconter s'est passée dans ma petite ville, dans l'Oklahoma, aux États-Unis. Dans ma rue, vivaient des gens qui aimaient Disney. Et par aimer, je veux dire qu'ils étaient des fans absolus et extrêmes de Disney, au point que même leur voiture avait des oreilles de Mickey. Je n'avais jamais vraiment eu l'occasion de leur parler, et ils me semblaient plutôt sympathiques, mais d'après ce que j'avais entendu d'autres personnes, ils étaient très étranges. Tout ce dont ils parlaient était Disney. J'avais même entendu une histoire au sujet d'un homme qui avait essayé de les expulser. Il a été retrouvé mort quelques jours plus tard. La police l'a retrouvé gisant par terre, entouré d'une substance blanche visqueuse. Ils n'ont rien trouvé d'autre, aucun indice, en dehors de cette substance étrange. Comme n'importe quelle histoire de meurtre dans une petite ville, elle avait fait la une des journaux. Généralement, je ne remets pas en doute ce que je vois aux infos, mais cette fois-ci, quelque chose me chiffonnait. J'avais l'impression que tout ce qu'il disait était un ramassis de conneries. Je ne savais pas qui ou quoi l'avait tué, mais la principale interrogation dans mon esprit était de cette substance visqueuse dont les journaux n'avaient pas parlé. Qui prendrait la peine de redécouvrir un corps avec ça? Et pourquoi? J'admets que cette histoire m'avait effrayé à l'époque, et pendant plusieurs nuits, je n'avais pas réussi à trouver le sommeil. Quelques jours plus tard, alors que la ville était toujours bouleversée par ces événements, mes voisins amateurs de Disney ont disparu. Personne ne savait pourquoi, ils s'étaient juste volatilisés, sans raison apparente. La police n'a jamais pu les retrouver, et n'a donc jamais pu les interroger correctement. Cette histoire date de plusieurs mois maintenant, et rien de nouveau n'a été trouvé depuis. L'enquête est toujours en cours d'après ce que j'ai entendu dire. Ce que je vais vous raconter n'est pas en lien direct avec cette affaire, mais ça concerne la maison des fans de Disney. J'avais entendu dire que dans cette maison, ils avaient laissé derrière eux quelques trésors. Et l'un de ces trésors serait une grande poupée Pinocchio. Évidemment, dès que j'ai entendu parler de ça, l'enfant en moi s'est réveillé, et j'ai été submergé par le désir de posséder ce jouet. Je pensais que ce serait mal d'aller là-bas et de le voler, mais j'ai commencé à changer d'avis quand j'ai appris que 2 types de mon quartier y étaient allés, et avaient récupéré des objets qu'ils avaient pu revendre à prix d'or. S'ils avaient réussi à y aller, je le pouvais aussi. Pas pour les mêmes raisons en revanche, car je ne cherchais pas à revendre quoi que ce soit. Je voulais juste récupérer une poupée de mon personnage préféré. J'ai débattu cette idée dans ma tête pendant plusieurs jours. Ma conscience luttait contre mon envie, mais au bout du compte, j'ai fini par céder. Je ne pouvais plus résister. J'ai saisi l'occasion suivante qui s'est présentée. Le lendemain de ma décision, et environ une semaine après avoir entendu parler des 2 types. Tout s'arrangeait parfaitement. Une opportunité s'est présentée au moment même où j'ai décidé d'y aller, comme si c'était le destin. Ma journée était libre, j'en ai donc profité pour préparer ma petite expédition. J'ai sorti mon vieux sac à dos pour ranger dedans ce que j'allais éventuellement trouver. Une lampe torche et un appareil photo pour filer mon aventure. Il ne m'a pas fallu plus de 10 minutes pour que tout soit prêt. Tout ce qu'il me restait à faire était d'attendre la tombée de la nuit. Contre toute attente, la journée est passée en un éclair, mais le soir est arrivé après ce qui me semblait être à peine 5 minutes. La nervosité sans aucun doute. J'ai attrapé mes affaires et je suis sorti dans la nuit. Comme je l'avais précisé auparavant, j'habitais dans la même rue que cette fameuse maison, ce qui ne faisait que quelques brèves minutes de marche de distance. En m'avançant dans la rue silencieuse, j'ai repensé à l'homme tué, retrouvé non loin d'ici, et un sentiment de malaise m'a envahi. Et plus je m'approchais de la demeure délabrée, plus il grandissait. Je me suis mentalement sermonné de nourrir ma nervosité avec ce genre de pensées, et j'ai secoué la tête pour les chasser. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'étais déjà arrivé. J'étais tellement perdu dans mes pensées que mon trajet donnait l'impression d'avoir duré à peine quelques secondes. J'ai levé la tête pour regarder la maison, que je n'avais pas encore eu l'occasion de voir depuis des mois. Elle était certes abîmée et en mauvais état, mais c'était beaucoup moins terrible que ce que j'avais imaginé. C'était une bâtisse d'un seul étage, de taille moyenne, qui ne devait pas contenir plus de 5 pièces. Légèrement rassuré de ne pas m'aventurer dans une maison sur le point de s'écrouler, je me suis faufilé à l'intérieur. Une obscurité totale régnait. J'ai donc sorti ma lampe torche. Au moment précis où je l'ai allumée, j'ai eu l'impression de voir quelque chose bouger du coin de l'œil. J'ai regardé autour de moi sur le qui-vive, mais il n'y avait rien de suspect. Tout était immobile et figé. Je me suis détendu et j'ai laissé mon regard errer sur la pièce dans laquelle j'étais, curieux de voir ce que j'allais y trouver. Les murs étaient en bois foncé et semblaient pourrir à vue d'œil. Il y avait 2 canapés, anciennement blancs probablement, mais désormais jaunâtres et couverts d'une épaisse couche de poussière. Je me suis avancé vers eux pour les inspecter, et en soulevant un des coussins, j'ai fait voler un nuage de poussière qui m'a aveuglé et m'a fait tousser. En me frottant frénétiquement les yeux pour les nettoyer, terrifié de ne plus rien voir, j'ai cru entendre un bruit. J'ai rouvert les yeux, figé, et j'ai tendu l'oreille, écoutant attentivement. On aurait dit une toux, ce qui m'a semblé étrange, étant donné que je venais moi-même de tousser. J'ai essayé de calmer mon cœur battant à tout rompre, et j'ai continué l'inspection de la pièce. Bon, il n'y avait pas grand-chose à signaler,
En dehors des meubles, il y avait beaucoup de décorations sur le thème de Disney. Des figurines de personnages, des coussins imprimés, etc. Il y avait également des étagères remplies de bibelots. Et en m'approchant, j'ai senti mes jambes faiblir sous moi. Il y avait des têtes alignées dessus. Pas des têtes humaines, non, mais des têtes de personnages Disney. Mickey, Dingo, Donald, c'était très perturbant. Je ne savais pas exactement pourquoi elles me mettaient dans un tel état, mais le malaise qui m'a envahi à leur vue me donnait des nausées. Puis, j'ai remarqué qu'il y avait une sorte de substance blanche qui coulait d'eux. Mon cœur a manqué un battement. L'homme tué avait été retrouvé avec une substance qui correspondait exactement à ces descriptions partout sur lui. La panique m'a envahi, et toutes les fibres de mon être me hurlaient de prendre mes jambes à mon cou et sortir de cette maison en vitesse. Mais pour une raison quelconque, peut-être la curiosité, peut-être la cupidité, j'ai lutté contre la panique et j'ai essayé de reprendre mes esprits. J'étais venu là pour une bonne raison, autant y aller jusqu'au bout. En inspirant profondément, j'aurais juré avoir vu les yeux d'une des têtes bouger, mais c'était sûrement une hallucination due à ma peur. Et malgré tous mes instincts qui me criaient de m'en aller, là, tout de suite, je me suis aventuré plus loin dans la maison. Je suis arrivé dans une vieille cuisine. Des assiettes et des verres cassés tapissaient le sol, et de nombreuses toiles d'araignée les recouvraient. On aurait dit que la maison avait été abandonnée depuis des années, alors que ça ne faisait que quelques mois. Mais le plus étrange, c'était le centre de la pièce. Il y avait une grande table en bois, recouverte d'une nappe déchirée, à motif Disney évidemment. Mais que la nappe soit très abîmée, la table semblait intacte. Je me suis approché pour la regarder plus attentivement, et j'ai senti ce malaise, désormais familier, m'envahir à nouveau. Les personnages Disney représentés sur la nappe étaient étranges. Ils présentaient tous une sorte de difformité. Mickey n'avait pas d'oreilles, Dingo n'avait pas son petit museau noir, et Donald n'avait qu'une seule jambe. Je me suis soudainement souvenu que j'avais mon appareil photo et l'ai sorti pour immortaliser la nappe. Le flash a éliminé le tissu, mettant davantage en valeur les difformités des personnages. C'était malsain et tordu, et je commençais vraiment à me demander quel genre de personne vivait là. Alors que je mettais mon appareil photo autour de mon cou, luttant toujours contre l'envie de m'enfuir, j'ai brusquement senti une présence derrière moi. Je me suis figé, paralysé de peur, incapable de me retourner pour voir qui ou quoi était derrière moi. Je suis resté comme ça pendant de longues secondes, me demandant si j'allais mourir, avant de trouver la force de me retourner lentement. Rien. Il n'y avait rien, ni personne, et pourtant, la présence ne s'estompait pas. J'avais vraiment l'impression que je n'étais pas seul. Je devais sûrement imaginer des choses avec toute cette angoisse qui me submergeait. Je me demandais si je ressortirais d'ici avec ma santé mentale intacte. J'ai dû rester dans cette cuisine pendant un long moment avant d'avoir le courage de poursuivre. Je suis retourné dans le salon avec les têtes sur les étagères, et j'ai pris un couloir vers la droite. Il était dans un triste état. La peinture s'est écaillée, le plafond était fissuré, et il y avait même un endroit où il s'abaissait, comme s'il était sur le point de s'écrouler. Puis, mon regard a été attiré par quelque chose. Une chambre à coucher. J'ai dirigé ma lampe torche à l'intérieur, et, étonné, j'ai vu qu'elle était intacte et bien conservée. Le contraste avec le couloir délabré était saisissant. Le lit était fait, et les murs recouverts d'une belle peinture bleu clair. On aurait dit la chambre d'un petit garçon. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la raison initiale de ma présence ici, que mon angoisse avait complètement occultée. La poupée Pinocchio. Sachant que mon trésor était très probablement là-dedans, je me suis avancé d'un pas décidé vers la chambre. Mon cœur a bondi de joie en apercevant, dans un coin, le jouet que je voulais tant. J'avais complètement oublié ma peur, et me suis dirigé avec enthousiasme vers l'objet en question. La première chose que j'ai remarquée en arrivant à son niveau, c'était ses yeux. Ils étaient bien plus réalistes que ceux de la plupart des autres poupées. C'était étrange, faute d'un meilleur mot. Il y avait également la même substance blanche que celle des têtes dans le salon qui coulait de ses yeux et de son nez. Ma curiosité était de plus en plus piquée, et je me demandais ce que ça pouvait bien être. Mû par une curiosité irrésistible, j'ai tendu les bras et ai collecté un peu de cette matière du bout des doigts. La texture ne me disait rien. Je l'ai alors porté à mon nez, et je l'ai senti. C'était une grosse erreur. À 2 doigts de vomir, je me suis frénétiquement essuyé le doigt sur le lit. C'était affreux. La matière avait une odeur nauséabonde indescriptible, un mélange d'égout et de décomposition. Je me demandais quelle horreur avait bien pu se trouver dans cette pour la faire sentir comme ça. C'était la goutte de trop. Je ne voulais plus être ici, j'en avais assez. Je voulais juste rentrer chez moi avec la poupée. Je pourrais la nettoyer convenablement là-bas. Je l'ai donc pris dans mes bras et l'ai mis dans mon sac. Bizarrement, elle était plus lourde que ce que je pensais, mais rien d'insurmontable. J'ai essayé de me concentrer sur le côté positif. J'avais vu ce que j'étais venu chercher, cette poupée dont je voulais tant. J'ai pris une profonde inspiration pour me donner du courage, et je suis sorti de la chambre. Je pensais que maintenant que j'étais plus calme, toutes ces hallucinations causées par la peur allaient cesser. Mais je me trompais lourdement. En avançant dans le salon, j'ai vu une des têtes sur l'étagère bouger. Je me suis stoppé net pour la fixer,
Avais-je imaginé ce que je venais de voir? Alors que je me posais la question, la tête s'est remise à bouger. Elle se tordait, se convulsait de plus en plus violemment. Ce n'était pas mon imagination, c'était réellement en train d'arriver. La substance blanche était mise à couler abondamment de chacune des têtes, volant dans la pièce à cause de leurs convulsions, m'éclaboussant. J'avais l'impression d'être en plein cauchemar, en plein délire, englué dans une peur indescriptible, incapable de bouger. Je pensais que rien ne pouvait être pire que ça, jusqu'à ce que mon sac se mette à bouger. Je me suis vivement retourné pour tomber nez à nez avec une main sortie de mon sac. Au bord de la folie, j'ai arraché mon sac de mon épaule et l'ai balancé par terre. Mon cœur battait tellement fort que j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter d'un instant à l'autre. Et là, sous mes yeux médusés et terrifiés, la poupée Pinocchio a rampé hors du sac, me fixant. La substance coulait abondamment de ses yeux et sa bouche. « Bienvenue dans la maison de Disney », elle a dit d'une voix d'enfant innocente. J'ai lentement reculé vers la porte, les yeux fixés sur elle, mais elle ne semblait pas vouloir me suivre. Elle se tenait juste là, répétant la même phrase, encore, encore et encore. Ma panique était en train de prendre le dessus. Mes jambes se sont enfin activées, et j'ai couru de toutes mes forces vers la porte, en me jurant de ne jamais, jamais revenir. En sortant, j'ai pu entendre la poupée marmonner une dernière fois, d'une voix d'outre-tombe cette fois. Bienvenue dans la maison de l'enfer. Qu'est-ce qui venait de se passer? Est-ce que cette maudite poupée était possédée? Il ne m'a pas fallu longtemps pour rentrer chez moi. J'ai couru à l'intérieur et j'ai claqué la porte derrière moi. Puis, je me suis effondré au sol, essayant de reprendre mes esprits et de ne pas sombrer dans la folie. Je ne comprenais pas ce qui venait de se passer. Quelqu'un m'avait-il joué un tour tordu? Ou était-ce quelque chose dépassant mon entendement? C'est à ce moment que j'ai réalisé que mon appareil photo était resté autour de mon cou tout le long de cette expédition de cauchemar. Je l'ai vivement retiré et j'ai regardé les photos de l'album. Je me suis senti sombrer dans la folie à nouveau. Il y en avait une que je n'avais jamais prise. C'était une photo de l'homme tué. La poupée Pinocchio était au-dessus de lui, l'étranglant. La substance visqueuse s'échappait de ses yeux, sa bouche, ses mains, et recouvrait intégralement le pauvre homme. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Mon esprit était en train de me jouer des tours. Il n'y avait aucune autre explication. Furieux, j'ai fracassé l'appareil contre le mur, et j'ai piétiné les morceaux. Je ne voulais plus jamais entendre parler de cette maison. Je voulais juste oublier tout ce qui s'était passé. Je n'ai pas tardé à déménager après cette histoire, dans un autre état. Je voulais m'éloigner le plus possible de ces monstruosités, mais on ne peut pas fuir ces souvenirs. Surtout qu'hier, 6 mois après ces événements, j'étais dans mon canapé en train de regarder à la télé, quand j'ai senti quelque chose tomber sur mon épaule. Je me suis retourné pour voir ce que c'était, et là, il y avait une goutte d'une substance blanche, visqueuse. Je sais pas quoi faire. C'était un beau jour d'été. Mon fils de 5 ans, James, jouait dehors derrière notre maison de banlieue. James a toujours été un garçon très calme. Il n'a jamais eu beaucoup d'amis, mais il avait une grande imagination. J'étais dans la cuisine en train de nourrir notre chien Fido, quand j'ai cru entendre James parler à quelqu'un derrière la maison. Je ne savais pas à qui il pouvait parler. S'était-il finalement fait un ami? Être un père célibataire était une chose difficile pour moi, surtout de garder un œil sur mon fils. Ainsi, je me rendis dehors pour le voir. Quand je me rendis dans l'arrière-cour, je fus un peu confus. James était la seule personne à être là. Se parlait-il à lui-même? J'étais pourtant sûr d'avoir entendu une autre voix. « James, il est temps de rentrer !» ai-je crié. Il rentra immédiatement à l'intérieur et s'assit à la table de la cuisine. Il était environ midi quand je me décidai à lui faire un sandwich à la dinde. « James, à qui tu parlais tout à l'heure ?» je lui demandai. James leva les yeux pendant un moment, puis il me dit en souriant « Je jouais avec mon nouvel ami. » Je lui servis un peu de lait et continuai à le questionner comme tout bon père. « Ton nouvel ami a un nom? Pourquoi ne lui as-tu pas demandé de manger avec nous ?» James me regardait un moment avant de répondre. « Son nom, c'est Locin Jack. » Je fus un peu étonné de ce qu'il avait dit. « Ah, c'est un nom plutôt étrange. À quoi ton ami ressemble ?» lui demandai-je un peu confus. « C'est un clown. Il a les cheveux longs, un grand tourbillon et un nez pointu. Il a de longs bras, un pantalon bouffant avec des chaussettes rayées, mais surtout, il sourit toujours. » J'ai réalisé que mon fils parlait d'un ami imaginaire. Je suppose que c'est normal que les enfants de son âge aient des amis imaginaires, surtout quand ils n'ont pas d'amis. C'était probablement juste une phase. Le reste de la journée se passa comme d'habitude, et il commença à se faire tard quand je me décidai enfin à mettre James au lit. Je le posai, lui donnai un baiser, et allumai sa veilleuse avant de fermer la porte. J'étais assez fatigué pour ma part, et je me décidai à aller au lit, quand peu de temps après, je fis un horrible cauchemar. Il faisait sombre.
J'étais dans une sorte de parc d'attractions délabré. J'avais peur. Je courais à travers un champ infini de tondes vides, manèges cassés et arcades abandonnées. L'endroit était horrible à regarder. Tout était noir et blanc. Des animaux en peluche, tous suspendus à des nœuds dans les huttes de jeu. Tous avec des sourires malades cousus sur leur visage. C'était comme si l'ensemble du parc me regardait, même s'il n'y avait rien d'autre de vivant en vue. Puis soudain, j'ai commencé à entendre jouer de la musique, les sons de Pop Goes the Weasel qui se jouaient sur un squeezebox, à travers le parc. C'était hypnotisant. J'ai suivi le son jusqu'à la tente de cirque, presque en transe, incapable d'arrêter mes jambes. Il faisait nuit noire, la seule lumière provenait d'un unique spot lumineux sur le centre du chapiteau. Alors que je marchais vers la lumière, la musique ralentit. Je me suis retrouvé à chanter, incapable de m'arrêter. La musique s'arrêta juste à son apogée. Et soudain, les lumières s'allumèrent. L'intensité des lumières était presque aveuglante. Tout ce que je pouvais voir, c'était une petite silhouette sombre en face de moi. Puis une autre est apparue. Et une autre, puis une autre. Il y avait des dizaines d'entre eux, et tous marchaient vers moi. Je ne pouvais bouger. Mes jambes étaient gelées. Tout ce que je pouvais faire était de regarder les obsédantes silhouettes qui s'approchaient. Comme elles se rapprochaient, je pus voir que c'étaient deux enfants. J'ai remarqué qu'ils étaient tous horriblement défigurés et mutilés. Certains avaient des coupures sur tout le corps, d'autres avaient gravement été brûlés, et d'autres n'avaient plus de membres, même plus d'yeux. Les enfants m'ont entouré, griffant ma chair, me traînant sur le sol, me déchirant de l'intérieur. Comme les enfants me griffaient, je m'évanouis sur leur rire horrible, diabolique et monstrueux. Je me suis réveillé le lendemain matin dans une sueur froide. Après quelques respirations allaitantes, j'ai regardé autour de moi, et j'ai vu quelques-unes des figurines de James positionnées en face de moi sur ma table de chevet. J'ai soupiré. James s'était probablement réveillé tôt et les avait déposés ici. J'ai ramassé les jouets, et je me suis dirigé vers la chambre de James pour voir s'il était réveillé. Mais quand j'ai ouvert la porte, il dormait encore. J'ai juste haussé les épaules et placé les jouets de nouveau dans son coffre à jouets, et me diriger vers le salon pour déjeuner. Un peu plus tard, James s'est réveillé à son tour et je lui ai fait son petit déjeuner. Il était calme et il semblait un peu mou. Peut-être n'avait-il pas bien dormi non plus. J'ai décidé de lui poser des questions sur les jouets. « James, mon chéri, c'est toi qui as mis les jouets dans la chambre de papa ce matin ?» Ses yeux étaient tournés vers moi pendant un moment. Puis rapidement, il se retourna vers son bol de céréales. « C'est Losing Jack qui a fait ça. » Je levai les yeux et répondis « Eh ben, demande à Jack de laisser les jouets dans ta chambre. » James hocha la tête et termina son petit déjeuner, puis décida d'aller jouer dans l'arrière-cour. Je suis allé me détendre dans le salon, et j'ai dû m'assoupir car je me suis réveillé quelques heures plus tard. Merde, je dois surveiller James. Je m'étais un peu inquiété. 2 heures étaient passées, et voilà que j'avais oublié ma résolution de le surveiller. J'ai sorti dans la cour, mais James n'était plus là. Cela commença à m'inquiéter. Alors je me mis à l'appeler. « James, James, où es-tu » C'est alors que j'entendis un rire provenant de la cour avant. Je me suis précipité à travers la porte et à l'avant de la maison. James était assis sur le trottoir. Je poussai un soupir de soulagement et me dirigeai vers lui. « James, combien de fois t'ai-je dit de rester dans l'air ? James, qu'est-ce que tu manges ?» James me regarda puis fouilla dans ses poches et en sortit une main pleine de bonbons durs de toutes les couleurs. Cela m'a rendu très nerveux. « James, qui t'a donné ces bonbons ?» Il ne répondait pas. « James, s'il te plaît, dis à papa où tu as trouvé ces bonbons. » James baissa la tête et dit « Losing Jack me les a donnés. » Mon cœur se serra, je m'agenouillai pour le regarder dans les yeux. « James, j'en ai assez de ce fichu clown. Il n'existe pas. Maintenant, c'est une situation très grave et j'ai besoin de savoir qui t'a donné les bonbons. » Je pouvais voir les yeux de mon fils en larmes. « Mais papa, Losing Jack me a donné ces bonbons. » Je fermai mes yeux et pris une profonde aspiration. James ne m'a jamais menti à moi, mais ce qu'il me disait était impossible. Je lui fis cracher les bonbons et je jetai le reste. James semblait être en forme. Peut-être que j'ai eu une réaction excessive, après tout, il aurait pu les avoir de la part de Tom et Linda d'à côté, ou de Monsieur Walker dans la rue. De toute façon, je vais devoir garder un œil sur James. Cette nuit-là, j'ai mis James au lit comme d'habitude, et je décidai d'aller au lito. Soudain, j'ai été réveillé par un grand bruit venant de la cuisine. Je sautai du lit et me précipitai dans les escaliers, paniqué. Quand je suis arrivé à la cuisine, je fus horrifié. Toutes les choses sur le comptoir avaient été jetées sur le sol, et notre chien Fido était dans un état près de la mort. Son ventre était ouvert et bourré de bonbons, du même type que ceux que James mangeait plus tôt ce jour-là. L'état dans lequel j'étais fut rapidement brisé par un cri aigu venant de la chambre de James.
suivi de gros bruits. J'ai vite attrapé un couteau dans le tiroir et gravé les escaliers avec la vitesse que seul un père dont l'enfant est en danger pouvait avoir. Je fonçai à travers la porte et allumai les lumières dans la foulée. Tout dans la chambre avait été renversé et jeté sur le sol. Mon pauvre fils, dans son lit, pleurait et tremblait de peur. Une piscine d'urine étalée sur les draps. Je pris mon enfant et courus hors de la maison. Puis j'allai du côté de la maison de Tom et Linda. Heureusement, ils étaient encore réveillés. Ils me permirent d'utiliser leur téléphone et d'appeler la police. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils arrivent, et pour que je leur explique ce qui s'était passé. Mais à ma grande surprise, ils me regardèrent comme si j'étais fou. Ils fouillèrent la maison, mais tout ce qu'ils trouvèrent fut notre chien mort et nos 2 chambres saccagées. L'officier m'avait dit que quelqu'un était probablement entré dans ma maison et avait fait ça avant de fuir quand il m'a entendu monter l'escalier. Je savais que ce n'était pas vrai. Toutes les portes étaient verrouillées et aucune des fenêtres n'était ouverte. Le lendemain, James est resté à l'intérieur. Je ne voulais pas qu'il sorte de ma vue. Je suis allé dans le garage et j'ai trouvé son vieux moniteur pour bébé. Je lui ai confié, lui demandant de crier si quelque chose arrivait dans sa chambre ce soir. Enfin, j'allais être en mesure de l'entendre. Je suis allé dans la cuisine et j'ai attrapé le plus gros couteau dans le tiroir pour le mettre sur ma table de nuit. À m'imaginer ou pas, je n'allais pas laisser quoi que ce soit faire du mal à mon petit garçon. Le soir est venu assez rapidement. J'ai mis James au lit, il avait peur, mais je lui ai promis que je n'allais pas laisser quelque chose lui arriver. Je lui ai donné un baiser et allumé sa veilleuse. Avant de fermer la porte, je lui dis tout bas « Bonne nuit James, je t'aime ». J'ai essayé de rester éveillé aussi longtemps que je pouvais, mais après quelques heures, je me suis senti à la dérive. Mon bébé serait en sécurité pour la nuit, et j'avais besoin de dormir. Au moment où je posais ma tête sur l'oreiller, j'entendais un bruit venant du moniteur pour bébé que j'avais confié à mon fils. Au début, ça ressemblait à des interférences, comme le type qu'une radio ferait. Puis, elle s'est transformée en un doux gémissement. James était endormi. Puis j'ai entendu le rire dans mon cauchemar, ce rire horrible. J'ai jailli du lit et attrapé le couteau de mon oreiller. Je me suis précipité dans la chambre de James, laissant la porte ouverte. J'ai essayé d'allumer l'interrupteur de la lumière, mais il ne fonctionnait plus. Je fis un pas à l'intérieur et je pus sentir un liquide épais et chaud sous mes pieds. Soudain, la veilleuse de James s'alluma et je pus voir l'horreur absolue en face de moi. Le corps de James avait été cloué sur le mur, les ongles perçant à travers les mains et les pieds. Sa poitrine était grande ouverte et ses organes pendaient au sol. Ses yeux et sa langue avaient été enlevés, en même temps que la plupart de ses dents. J'étais dégoûté, je pouvais à peine croire que c'était mon petit garçon. Puis j'ai entendu à nouveau le désespéré doux gémissement. James était encore en vie. Mon bébé, mon pauvre bébé, tant de douleur à peine accroché à la vie. J'ai couru à travers la pièce et vomi sur le sol, mais ma terreur fut interrompue par un gémissement horrible venant de derrière moi. Je me retournai tout en essuyant la bile sur ma bouche, quand, sortant de l'ombre, est apparu le démon responsable de toute cette horreur. Lossing Jack. La peau blanche telle la neige et les cheveux noirs emmêlés pendant jusqu'à ses épaules. Il avait des yeux blancs entourés par des anneaux noirs sombres, son sourire tordu révélé par une rangée de dents aiguisées. Il portait un costume de clown noir et blanc, avec des manches longues et des chaussettes rayées. Son corps lui-même était grotesque, ses longs bras ballants, le long de la taille, et la façon dont il se tenait, lui donnait un air presque squelettique, comme une poupée. Il laissa échapper un rire écœurant, comme pour me faire savoir qu'il était satisfait de ma réaction à son travail. Il se tourna ensuite lentement en face de James, et se mit à rire encore plus à cette vue horrible. Cela a suffi à me secouer de ma terreur. J'ai craqué, et crié. Éloigne-toi de lui. Je me suis précipité sur le monstre, le couteau au-dessus de ma tête, et je l'ai poignardé rageusement. Mais dès que le couteau l'a transpercé, il a disparu dans un nuage de fumée noire. Le couteau est passé à travers le nuage, à peine apparu, transperçant le cœur encore battant de James, éclaboussant de sang mon visage. Qu'ai-je fait? Mon bébé. J'ai tué mon bébé. Je suis immédiatement tombé sur mes genoux, et je pouvais entendre les sirènes au loin, de plus en plus fort. Mon fils, mon doux bébé. J'ai promis de te protéger, mais je n'ai pas réussi. Je suis désolé, James. Je suis tellement désolé. La police me trouva en face de mon lit, toujours brandissant le couteau couvert du sang de mon bébé. Le procès a été bref, la folie. J'ai été placé dans une maison de fous, où j'ai été pour les 2 derniers mois. C'est pas si mal ici. La seule raison pour laquelle je suis réveillé maintenant, c'est parce que quelqu'un joue Pop Goes the Weasel sous ma fenêtre. Je vais en parler au préposé à ce sujet plus tard dans la matinée.
Avez-vous déjà oublié votre téléphone? Quand avez-vous réalisé que vous l'avez oublié? J'imagine que vous vous êtes juste tapé le front et avez dit « bordel », sans aucune raison. Vous n'en avez sûrement pas pris conscience de façon spontanée. Plus exactement, vous essayez de prendre votre téléphone, fouillant dans votre poche ou votre sac, et êtes momentanément confus parce qu'il n'est pas là. Vous refaites mentalement le cours des événements de la matinée. Merde. Dans mon cas, l'alarme de mon téléphone m'a réveillé comme d'habitude, mais je me suis rendu compte que la batterie était plus basse que je le pensais. C'était un nouveau téléphone, et il avait cette habitude ennuyeuse de laisser des applications tourner et pomper la batterie durant la nuit. Donc je l'ai mis en charge pendant que je me douchais, au lieu de le mettre dans mon sac comme d'habitude. J'échappais momentanément à la routine, mais c'était tout. Une fois sous la douche, mon cerveau est revenu à la routine qu'il suit tous les matins, et tout allait bien. Oublié. Ce n'était pas juste moi qui devenais maladroit, comme je me le suis demandé plus tard. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Votre cerveau ne marche pas seulement sur un niveau, il fonctionne sur plusieurs plans. Comme quand on marche pour aller quelque part, on pense à notre destination et à éviter les obstacles. Mais on n'a pas besoin de penser à ce que nos jambes continuent de bien marcher. Je ne pense pas à maîtriser mon souffle. Je me demande plutôt si je vais prendre un café pour aller au boulot. Je l'ai fait. Je ne pensais pas à mon petit déjeuner qui se baladait dans mes intestins. Je me demandais si j'arriverais à finir l'heure pour pouvoir aller chercher ma fille Émilie à la garderie après le boulot, ou si j'allais rester coincé au boulot et avoir à payer encore une pénalité de retard. C'est ça le truc. Il y a un niveau de votre cerveau qui marche avec la routine. Comme ça, le reste du cerveau peut penser à autre chose. Pensez-y. Pensez à votre dernier trajet. De quoi vous rappelez-vous vraiment? Peu, s'il en reste quelque chose, n'est-ce pas? La plupart des journées banales se troublent en une seule, et se rappeler d'une journée quelconque en particulier est scientifiquement prouvé comme difficile. Faites quelque chose assez souvent et ça devient la routine. Continuez de le faire et ça arrête d'être filtré par la partie pensante du cerveau. C'est recalé à celle dédiée à la routine. Votre cerveau continue de le faire sans que vous y pensiez. Bientôt, vous ne penserez pas plus à votre trajet jusqu'au boulot qu'à s'occuper de ce que vos jambes continuent de bouger quand vous marchez. La plupart des gens appellent ça le pilotage automatique. Mais il y a un danger par rapport à ça. Si vous mettez fin à la routine, votre capacité à vous rappeler et à expliquer la rupture sera aussi bonne que votre capacité à faire en sorte que votre cerveau ne passe plus en mode routine. Ma capacité à me rappeler que mon téléphone était sur le comptoir est aussi fiable que ma capacité à faire en sorte que mon cerveau ne rentre pas en mode routine du matin qui impose que mon téléphone soit dans mon sac. Mais je n'ai pas fait en sorte que mon cerveau n'entre pas dans son mode routine. J'ai pris une douche comme d'habitude. La routine a commencé, sauf que je l'ai oublié. Pilotage automatique enclenché. Mon cerveau était de retour à la routine. Je me suis douché, rasé. La météo annonçait un temps super. J'ai donné à Émilie son déjeuner et je l'ai mise dans la voiture. Elle était tellement adorable ce matin. Elle se plaignait du méchant soleil qui l'aveuglait et l'empêchait de faire une petite sieste sur la route de la garderie. Et je suis parti. C'était la routine. Ça n'avait pas d'importance que mon téléphone soit sur le comptoir en train de charger silencieusement. Mon cerveau était en mode routine et dans la routine, mon téléphone était dans mon sac. C'est pour ça que j'ai oublié mon téléphone. Pas par maladresse, pas par négligence. Rien de plus que mon cerveau qui extrait en mode routine et passé outre les exceptions. Pilotage automatique enclenché. Je suis parti au travail. C'était déjà une journée chaude et étouffante. Le méchant soleil me brûlait depuis que ce traître de téléphone absent m'avait réveillé. Le volant était brûlant à toucher lorsque je me suis assis. J'ai eu l'impression d'avoir entendu Émilie décaler son fauteuil derrière le siège conducteur pour échapper à la lumière aveuglante. Mais je devais travailler. Envoyer le rapport. Assister à la réunion du matin. Ce n'est qu'au moment de ma pause café que j'ai essayé d'attraper mon portable et que l'illusion a pris fin. J'ai refait ma matinée mentalement. Je me suis rappelé la batterie faible, je me suis rappelé l'avoir mis en charge, je me suis rappelé l'avoir laissé là. Mon téléphone était sur le comptoir. Fin du pilotage automatique. À nouveau, c'est là qu'est le danger. Avant que vous n'ayez ce moment, le moment où vous cherchez votre téléphone et que l'illusion se dissipe, cette partie du cerveau est toujours en mode routine. Il n'a aucune raison de questionner ces faits de routine. C'est pour ça que c'est la routine. Ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait dire « Pourquoi tu ne t'es pas rappelé de ton téléphone ? Ça ne t'a pas traversé l'esprit ? Comment as-tu pu oublier ? Tu dois être négligent. » Mais c'est pas ça l'important. Mon cerveau me disait que tout était normal, malgré le fait que ça ne l'était pas. C'était pas parce que j'avais oublié mon téléphone. D'après mon cerveau, d'après la routine, mon téléphone était dans mon sac. Pourquoi je penserais à questionner ça ? Pourquoi je vérifierais ? Pourquoi je me rappellerais tout à coup, comme ça, que mon téléphone était sur le comptoir ? Mon cerveau était en mode routine, et la routine était que mon téléphone soit dans mon sac. La journée s'est poursuivie. La brume du matin
a laissé place à la chaleur persistante de l'après-midi. Le macadam faisait des bulles, la chaleur menaçait même de fissurer le sol. Les gens avaient remplacé leur café pour des smoothies glacés. Les vestes étaient jetées, les manches retroussées, les cravates desserrées, les sourcils en sueur. Le parc se remplissait doucement de promeneurs et de barbecues. Les cadres des fenêtres menaçaient de se déformer. Le mercure continuait de monter. Heureusement que le bureau avait l'air conditionné. Mais comme toujours, la fournaise de l'après-midi a laissé place à la fraîcheur de la soirée. Une journée banale de plus. Je me maudissais toujours pour avoir oublié mon téléphone. Je conduisais pour rentrer. La chaleur de la journée avait aussi chauffé l'intérieur de la voiture, relâchant une horrible odeur venue de nulle part. Lorsque je suis arrivé dans l'allée, les graviers ont craqué confortablement sous mes pneus. Ma femme a salué à la porte. « Oui, Émilie. » Merde. Comme si le téléphone n'était pas suffisant. Avec ça, j'avais laissé Émilie à cette putain de garderie. Je me suis directement dirigé vers celle-ci. Je suis allé à la porte et j'ai commencé à inventer des excuses, me demandant vainement si je pouvais séduire les gérants pour éviter les pénalités de retard. Et puis j'ai vu un morceau de papier collé à la porte. En raison du vandalisme de la nuit dernière, veuillez utiliser l'autre accès. Aujourd'hui seulement. Cette nuit? Quoi? La porte était bien ce matin. Je ne bougeais plus. Mes jambes tremblaient. Des voyous. Un changement dans la routine. Mon téléphone était sur le comptoir. Je ne suis pas venu ici ce matin. Mon téléphone était sur le comptoir. Je suis revenu parce que je buvais mon café. Je n'ai pas déposé Émilie. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle a bougé son siège. Je ne l'ai pas vu dans le miroir. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle a dû s'endormir à cause du méchant soleil. Elle n'a rien dit quand je suis passé devant la garderie. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle a changé la routine. Mon téléphone était sur le comptoir. Elle a changé la routine et j'ai oublié de l'en sortir. Mon téléphone était sur le comptoir. 9 heures, cette voiture, ce soleil brûlant. Pas d'air, pas d'eau, pas de pouvoir, pas d'aide, cette chaleur. Un volant trop chaud pour le toucher. Cette odeur. J'ai ouvert la porte de la voiture. Fin du pilotage automatique. Tous les événements que je vais rapporter dans cette annonce sont réels et peuvent être vérifiés par le gagnant de l'enchère grâce aux copies des dossiers médicaux et les déclarations sous serment que je vais inclure dans la vente du cabinet. En septembre 2001, je suis allé à un vide-grenier à Portland, en Oregon. Les objets vendus appartenaient à une dame décédée à l'âge de 103 ans. Une de ses petites filles m'a dit que sa grand-mère avait grandi en Pologne où elle s'était mariée et avait fondé une famille avant d'être envoyée dans un camp de concentration nazi pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle était le seul membre de la famille à y avoir survécu. Ses parents, ses frères et sœurs, son mari, ses 2 garçons et sa fille avaient tous été tués. Elle avait survécu en s'échappant du camp avec d'autres prisonniers jusqu'en Espagne où elle a vécu jusqu'à la fin de la guerre. On m'a dit qu'elle avait acquis le petit cabinet à vin présent au vide-grenier là-bas et que c'était un des 3 seuls objets qu'elle avait emmené avec elle lorsqu'elle a immigré aux États-Unis. Les 2 autres étaient une malle et une boîte à couture. J'ai acheté le cabinet à vin, ainsi que la boîte à couture et quelques autres meubles. Après la vente, la petite fille de la dame est revenue me voir pour me dire, tout en pointant le cabinet du doigt, « Je vois que vous avez acheté la boîte à e-book. » Je lui ai demandé ce que c'était. Elle m'a répondu que pendant son enfance, sa grand-mère gardait ce buffet dans son atelier de couture. Il était toujours fermé et placé dans un endroit inaccessible. Elle l'appelait la boîte à e-book. Lorsqu'elle lui demandait ce qu'il y avait dedans, sa grand-mère crachait 3 fois sur ses doigts et répondait « un e-book et un Keslim ». Elle ajoutait ensuite que la petite armoire ne devait, au grand jamais, être ouverte. La femme m'a dit que sa grand-mère avait demandé que la boîte s'enterrait avec elle. Cependant, une telle demande était contraire aux règles d'un enterrement juif orthodoxe. Sa demande n'a alors pas pu être honorée. Je lui ai demandé ce que signifiaient e-book et Keslim, mais elle ne savait pas. Je lui ai également proposé d'ouvrir le cabinet à vin ensemble, mais elle a refusé, disant que sa grand-mère avait été catégorique et intransigeante lorsqu'elle lui avait dit de ne jamais l'ouvrir, quelle que soit la raison. Elle ne voulait pas aller contre la volonté de sa grand-mère. Je me suis dit que j'allais lui offrir. Ce meuble semblait avoir une valeur sentimentale, mais elle a insisté en me répondant « Non, non, c'est vous qui avez acheté cette boîte. » Je lui ai alors dit que je ne voulais pas récupérer l'argent et que ça me ferait plaisir qu'elle accepte ce que je pensais être un acte de gentillesse. Elle est soudainement devenue contrariée. Avec du recul, la façon dont elle s'est énervée était vraiment étrange. Elle a élevé la voix et m'a dit « Vous l'avez acheté, vous étiez d'accord. » J'ai essayé de lui répondre, mais elle a crié « On n'en veut pas », en pleurant et me demandant de quitter les lieux. J'ai pensé que c'est dû au stress et au deuil qu'elle endurait. J'ai pris mes achats et je suis parti poliment.
Quand j'ai acheté le cabinet, j'étais gérant d'une petite entreprise de restauration de meubles. J'ai apporté la petite armoire à la boutique parce que je voulais la rénover et l'offrir à ma mère. Je n'y ai plus vraiment pensé. J'ai ouvert la boutique et je suis allé faire quelques courses en laissant mon employé s'occuper des clients. Après environ une demi-heure, j'ai reçu un coup de fil. L'appel venait de la vendeuse. Elle était complètement hystérique et hurlait que quelqu'un dans la boutique était en train de l'injurier en brisant des vitres. En plus de ça, l'intrus avait fermé les grilles de sécurité et la sortie de secours. Elle ne pouvait pas s'enfuir. Au moment où j'ai voulu lui dire d'appeler la police, mon téléphone n'avait plus de batterie. J'ai couru le plus vite possible jusqu'à la boutique. En arrivant, j'ai en effet trouvé la grille fermée, mais j'ai pu rentrer et j'ai trouvé la jeune femme dans un coin, au sol, sanglotant frénétiquement. J'ai couru jusqu'au sous-sol et je suis descendu. Au pied de l'escalier, j'ai été frappé par une odeur d'urine de chat très forte. On n'a jamais eu d'animaux, même errants à la boutique, et les lumières ne s'allumaient pas. J'ai inspecté les alentours et j'ai compris que le bruit de bris de verre venait aussi des ampoules éclatées. Les 9 ampoules à incandescence ont été brisées dans leur douille, ainsi que 10 tubes fluorescents d'1,20 m explosés au sol. Cependant, je n'ai trouvé aucun intrus, et il n'y avait qu'une entrée vers le sous-sol. Cela aurait donc été impossible pour quiconque de partir sans me rencontrer. Je suis remonté, voulant parler à mon employé, mais elle était partie. Elle n'est jamais revenue travailler, après 2 ans avec moi. Elle refuse de parler de l'incident de ce jour-là. Je n'avais jamais pensé à lier ces événements avec le cabinet à vin. Les choses ont ensuite empiré. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai voulu offrir le cabinet à ma mère pour son anniversaire. Environ 2 semaines après l'achat, je me suis décidé à le remettre à neuf. J'ai été surpris de découvrir un mécanisme unique. À l'ouverture d'une des portes, le mécanisme ouvre l'autre porte, ainsi que le petit tiroir en dessous, au même moment. C'était vraiment très bien fait. Dans le cabinet, j'ai trouvé ces objets. Un penny de 1928, un penny de 1925, une petite mèche de cheveux blonds attachée avec un fil, une petite mèche de cheveux brun noir attachée avec un fil, une petite statue en granit gravée de lettres hébraïques dorées. On m'a dit qu'il était écrit Shalom. Un bouton de rose séché, une coupe de vin dorée, un étrange chandelier noir en fonte dont les pieds ressemblaient à des tentacules. J'ai placé tous ces objets dans une boîte avec l'intention de les rendre à la famille de l'ancienne propriétaire. La famille a refusé les objets. Ils seront inclus dans la vente de ce cabinet. Après l'avoir ouvert, j'ai préféré ne pas le restaurer. Je l'ai nettoyé et appliqué un peu d'huile de citron. C'est à ce moment que j'ai remarqué une inscription en hébreu gravée au dos du cabinet. Je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Le jour de son anniversaire, le 28 octobre 2001, ma mère m'a appelé pour me dire qu'elle sortait en ville avec ma sœur pour 3 jours, et que l'on décalait sa fête au jour où elle rentrait. Le 31 octobre 2001, ma mère est arrivée à la boutique pour que l'on mange ensemble, mais avant de partir, je lui ai donné le cabinet. Elle avait l'air de l'apprécier. Pendant qu'elle l'admirait, je suis allé passer un coup de fil. Moins de 5 minutes plus tard, un de mes employés a accouru dans mon bureau, criant qu'il était arrivé quelque chose à ma mère. Quand je suis allé voir ce qui se passait, ma mère était assise sur une chaise à côté du buffet. Son visage n'exprimait aucune expression, mais des larmes coulaient le long de ses joues. J'ai tout essayé pour la faire parler, mais elle ne voulait pas me répondre. Elle ne pouvait pas. Une ambulance l'a amenée à l'hôpital. Elle souffrait d'une paralysie partielle qui lui avait fait perdre l'usage de la parole. Elle l'a récupérée depuis. Elle pouvait comprendre ce qu'on lui disait, et elle répondait en pointant les lettres de l'alphabet pour épeler sa réponse. Quand je lui ai demandé le lendemain comment elle allait, elle a fondu en larmes et a épelé P-A-S-C-A-D-E-A-U. Je lui ai assuré lui avoir donné un cadeau pour son anniversaire, pensant qu'elle s'en souvenait plus. Elle s'est énervée et a épelé D-E-T-E-S-T-E C-A-D-E-A-U. Amusé, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, et j'ai ajouté que j'étais désolé qu'elle n'aime pas le cabinet, et que je lui achèterais ce qu'elle voulait si elle se rétablissait rapidement. Une fois encore, je n'ai pas vu le lien entre cet événement et le cabinet, ou quoi que ce soit de paranormal. Et honnêtement, je n'ai pas utilisé le terme paranormal avant le mois dernier. Je vais essayer de faire court maintenant. J'ai donné le cabinet à ma sœur, elle l'a gardé pendant 1 semaine, puis me l'a rendu. Elle se plaignait de ne pas réussir à garder les portes fermées, elle finissait toujours par se rouvrir. Il n'y avait pas de ressort dans le mécanisme, et je n'ai jamais vu les portes s'ouvrir d'elles-mêmes. Je l'ai ensuite donné à mon frère et à sa femme, qui l'ont conservé 3 jours avant de me le rapporter. Mon frère m'a signalé que la petite armoire sentait comme les fleurs de jasmin, alors que sa femme insistait pour dire que c'était une odeur d'urine de chat. Je l'ai offert à ma copine, qui m'a demandé de le revendre au bout de 2 jours à peine. Je l'ai vendu le jour même à un couple d'une 50aine d'années, et 3 jours plus tard, alors que j'arrivais pour l'ouverture de la boutique, j'ai trouvé le cabinet devant la porte d'entrée avec une note.
Cet objet a une mauvaise obscurité. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait. J'ai fini par ramener le buffet chez moi. La suite est encore bien pire. Depuis le jour où je l'ai ramené à la maison, je faisais régulièrement le même cauchemar. Je marchais avec un ami, souvent quelqu'un que je connaissais bien et en qui j'avais confiance, et à un moment dans le rêve, je regardais droit dans les yeux. À ce moment, je remarquais que quelque chose de différent, de maléfique, me fixait en retour. La personne se changeait en quelque chose que je ne pourrais décrire que par la sorcière la plus malsaine et démoniaque que je n'avais jamais vue. Elle commença ensuite à me battre à mort. Je me suis réveillé plein de fois en ayant des bleus et des blessures aux endroits où la vieille dame m'avait frappé durant la nuit. Je ne voyais toujours pas le lien entre les cauchemars et le cabinet. Et je ne pense pas que je l'aurais fait un jour pour moi-même. Pourtant, il y a environ un mois, ma sœur, mon frère et sa femme sont venus passer la nuit chez moi. Le matin suivant, pendant le petit déjeuner, ma sœur s'est plainte d'horribles cauchemars. Elle s'était souvenue de les avoir déjà eus avant, et a décrit le cauchemar que j'avais aussi, jusqu'à dans les moindres détails. Mon frère et sa femme ont été pétrifiés en entendant son discours. Ils avaient fait le même rêve eux aussi cette nuit. J'en ai eu la chair de poule, et je l'ai encore en y repensant. On en a discuté tous ensemble, et il était clair que le point commun entre nous était qu'on a vu ces cauchemars lorsqu'on était propriétaire du cabinet. J'ai appelé ma copine pour lui demander si elle se souvenait d'avoir eu des cauchemars récemment. Elle a décrit le même que nous, avec la même vieille sorcière et chaque détail. Cependant, elle ne se souvenait plus exactement de la date de son cauchemar. Quand je lui ai demandé si c'était arrivé la veille du jour où je l'ai récupéré le cabinet pour le revendre, elle m'a répondu « Oui, comment sais-tu ça ?» Depuis ces discussions avec ma famille, tout a semblé se déchaîner. Pendant la semaine qui a suivi, j'ai vu des sortes d'ombres apparaître du coin de l'œil. En fait, de nombreux invités chez moi m'ont dit avoir vu ces ombres. J'ai mis le buffet dans un entrepôt, à l'extérieur, et j'ai été réveillé au milieu de la nuit par son alarme incendie. Je suis allé voir ce qui brûlait, et quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait aucun feu, aucune fumée, mais j'ai senti une très forte odeur d'urine de chat. Je n'ai pas, et je n'ai jamais eu de chat. Je suis retourné chez moi en emportant le cabinet pour effectuer des recherches sur internet. Je me suis endormi pendant mes recherches, et j'ai de nouveau eu cet horrible cauchemar. Je me suis réveillé vers 4h30 du matin parce que je sentais une respiration sur ma nuque. Et toute ma maison sentait le jasmin. J'ai aperçu une énorme ombre s'éloigner en bondissant dans le couloir. J'ai détruiré ces choses en une fraction de seconde, mais je ne comprends pas assez ce à quoi j'ai affaire. J'ai peur, et j'insiste sur ce mot, que si je détruis le cabinet, la chose qui l'accompagne, quelle qu'elle soit, resterait ici avec moi. On m'a dit que des gens sur eBay comprennent ces choses, et certains recherchent particulièrement ce genre d'objet. Si vous faites partie de ces gens, s'il vous plaît, je vous en supplie, achetez-moi ce cabinet et faites-en ce que vous voulez. Aidez-moi. Vous pouvez voir que je n'ai pas mis de prix minimum demandé pour l'enchère. Si je peux faire quoi que ce soit pour rendre les choses plus faciles, faites-le moi savoir et je ferai de mon mieux. Encore une chose, le jour où ma mère a eu son attaque, mon bail commercial s'est soudainement résilié sans aucune raison. Voici les dimensions de la boîte. 12,5 pouces x 7,5 pouces x 16,25. Tous les objets contenus initialement dans le cabinet sont inclus dans la vente et seront vendus avec le cabinet. Le 12 juin 2003, à 2h15, le vendeur a ajouté l'information suivante. Je n'arrive pas à répondre à tous les emails que j'ai reçus depuis la mise en vente en ligne. Je vais essayer d'éditer ce post régulièrement pour répondre aux questions que je reçois le plus. 1. Non, je ne suis pas croyant. 2. Non, je ne souhaite pas participer à un quelconque exorcisme ou à une étude de cas ou à une session photo de chez moi. 3. Non, je ne vais pas vendre les objets et le cabinet séparément. 4. Non, je ne parle pas hébreu, et je ne sais pas non plus ce que veut dire Keslim. Je ne sais même pas si ce mot est hébreu ou dans une autre langue. 5. À la fin de l'enchère, je parlerai au nouveau propriétaire pour 2 raisons. A. Je vais être certain qu'il s'agit d'un adulte sérieux et ayant les capacités de raisonnement pour accepter cet objet. Je ne porterai aucun jugement. Faites-en ce que vous voulez après la vente. B. Je veux donner tous les détails des événements passés. Après m'être assuré de ces 2 choses, et après avoir reçu le paiement, je vais envoyer le cabinet et son contenu par FedEx ou UPS à son nouveau propriétaire. Après cela, je n'aurai plus aucune implication de quelque manière que ce soit. Point. 6. Pour tous ceux qui ont suggéré de prier pour moi, j'ai beau ne pas être croyant, je reste ouvert à toute possibilité, peu importe votre religion. Merci. 14 juin 2003, 5h21, le vendeur a ajouté l'information suivante. Voilà quelques nouvelles pour ceux qui suivent cette histoire. Non, je ne prends pas d'offre en dehors d'eBay, et même pour un prix plus élevé que l'enchère finale. Si vous voulez remporter cette enchère et que vous avez l'argent pour, je ne vois pas pourquoi vous ne le feriez pas par la bonne vieille manière. Surenchérir sur le site où l'objet est proposé.
Je suis sûr que vous pouvez comprendre mes doutes. Et aussi, pour ceux qui veulent savoir si je vis encore des choses hors du commun, je pensais que j'allais bien jusqu'à ce que je rentre chez moi vendredi, le 13 juin, et que je retrouve tous mes poissons morts dans leur aquarium d'eau douce. J'espère toujours que ce soit juste une grosse coïncidence. Il y a des choses que l'on ne perçoit pas, mais que l'on ne peut expliquer. Vous avez sûrement déjà ressenti ça. Vous êtes dans une pièce et vous vous sentez mal, mais vous ignorez pourquoi. C'est comme si vous étiez anxieux, et c'est particulièrement désagréable. Je n'ai jamais été superstitieux. Je ne parviens pas à entrer dans l'atmosphère d'une histoire d'horreur ou de science-fiction. J'ai pourtant déjà essayé, mais je n'y arrive jamais. Du moins, jusqu'à ce que j'en vive une. Je travaillais pour une grande chaîne de magasins de bricolage, dans l'un de leurs nombreux magasins. Vivant à la campagne, j'ai postulé à un magasin non loin de mon patelin, et j'ai eu le poste. Mon job consistait à mettre en rayon les produits vendus par l'entreprise, conseiller les clients et assurer la caisse. Ce n'était pas le boulot le mieux payé du monde, et certains clients étaient parfois très lourds. Mais au moins, j'avais de quoi payer mon loyer, mes factures, ma bouffe, et de quoi me faire plaisir. En outre, au cours des 9 mois que j'ai passé là-bas, je n'ai jamais eu de gros problèmes, ni avec les clients, ni avec mes collègues. En somme, je n'avais pas de quoi me plaindre. Pourtant, j'ai démissionné, et aujourd'hui, bien que le magasin ait été rasé depuis, jamais je n'y remettrai les pieds. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose dans ce magasin. Quelque chose que je n'expliquais pas jusqu'à présent, mais qui commence à faire sens depuis qu'il a été démoli. Tout cela a commencé en octobre 2017, de manière bien insidieuse. Je ne saurais vous dire depuis quand ce phénomène se produisait, mais il était évident qu'un événement faisait tomber les produits disposés sur une étagère, et en particulier dans la réserve. Tous les matins, quand nous ouvrions le magasin, les mêmes produits étaient au sol. La première fois, nous avons cru au passage d'un voleur, et nous avons inspecté la réserve et le coffre, pour voir s'il ne manquait rien. Comme vous vous en doutez, il ne manquait rien. L'hypothèse la plus probable, que nous avons élaborée, était celle d'un très léger tremblement continu du sol qui, heure après heure, faisait bouger les produits jusqu'à les faire tomber. Cette théorie était appuyée par le fait qu'une minuscule fissure s'était formée sur le sol, juste devant l'étagère incriminée. Les événements qui se déroulèrent au cours des mois suivants nous ont bien fait comprendre qu'il ne s'agissait certainement pas d'un tremblement de terre. Comme je le disais au début, il ne s'agissait que d'événements sans importance, espacés de plusieurs jours, voire plusieurs semaines. L'alarme nous prévenait, au petit matin, d'une intrusion dans la réserve, sans que qui que ce soit ne soit entré dans le magasin au préalable. Parfois, nos tupperwares laissés dans l'évier de la petite cuisine se trouvaient dans une autre pièce. Les portes de nos casiers étaient retrouvées grandes ouvertes. Une odeur de cigarette planait dans l'air, alors qu'aucun de nous ne fumait. L'alarme incendie se mettait en route sans qu'il n'y ait de traces de fumée. On se sentait observé à longueur de journée. Somme toute, ces événements étaient relativement sans importance et si dispersés dans le temps qu'il nous était impossible de les mettre en relation les uns avec les autres. Mais c'est au mois d'avril que les choses ont vraiment commencé à devenir inquiétantes. Tout a vraiment commencé avec les appels téléphoniques. Il était possible de nous contacter par téléphone pour nous demander de garder un produit ou l'autre de côté ou pour un renseignement quant à nos horaires. La moyenne d'âge de nos clients étant assez élevée, cela aboutissait à pas mal de coups de téléphone au cours de la journée. Cependant, celui dont je parle ne venait pas d'un de nos clients. Il ne venait pas non plus de nos supérieurs. En fait, nous ignorons d'où il venait. À chaque fois, il s'agissait de cette même respiration lourde et suffocante, comme celle d'un vieillard en train de lentement mourir d'asphyxie. Il ne répondait pas lorsqu'on lui demandait s'il allait bien, ou s'il fallait appeler une ambulance. Et lorsque l'on tentait de le rappeler, on tombait sur l'horloge parlante. Cela s'est produit une fois, puis 2, 3, une dizaine de fois, plusieurs fois par semaine, puis plusieurs fois par jour. Et enfin, lors du dernier appel, la respiration s'est achevée par un soupir. Dès lors, les événements ont commencé à devenir infernaux. Sur nos ordinateurs, des fichiers Word s'ouvraient tout seuls. Des dizaines de pages de texte s'affichaient, nous inondant de phrases glaçantes dont les mots étaient collés les uns aux autres et sans aucune ponctuation. Parfois, ces phrases se suivaient répétant sans cesse « Je suis seul. Il n'y a rien si ce n'est le vide. Je me sens sale. » Ou encore « J'étais conscient tout le long. » Nous étions terrifiés et nous empressions de fermer et de supprimer ces fichiers. On se sentait observé et épié dès que nous entrions dans le magasin et à longueur de journée. Dans la réserve, c'était pire encore. Les chutes de produits des étagères de la réserve se faisaient de plus en plus fréquentes. Parfois, des étages entiers étaient balayés au sol, comme si on les avait jetés avec une rage effroyable. D'autres fois, lorsque le magasin était calme, juste avant la fermeture,
nous entendions des pas précipités vers la réserve, et quand nous allions voir ce qu'il se passait, il n'y avait personne. Le pire, c'était d'entendre cela et d'être seul à faire la fermeture. Devoir rester devant son écran d'ordinateur à compter l'argent juste après avoir entendu quelqu'un courir dans le magasin, ce n'est pas rassurant du tout. On entendait aussi de temps en temps des coups frappés au mur du magasin, comme si, à l'extérieur, quelqu'un venait s'y fracasser de toutes ses forces. Les caméras de surveillance étaient également victimes de ces phénomènes, enregistrant des sons étranges, ne captant plus aucune image durant plusieurs minutes. Le son saturé d'une personne qui suffoque sans une image, puis un retour à la normale. Bientôt, ces événements se mirent à produire de concert. Cela commençait toujours par l'ordinateur qui ouvrait un fichier Word rempli de phrases terribles, et nous demandait s'il était question d'enregistrer le fichier. Il m'a retrouvé .doc. Ensuite, on entendait un coup puissant sur le mur extérieur, comme si quelqu'un venait de s'y fracasser de toutes ses forces. Les lumières de la réserve avaient dératé et ne s'allumaient qu'une fois sur deux. Le robinet de l'évier était retrouvé ouvert en grand, déversant un jet puissant d'eau. Nos tupperwares étaient brutalement projetés au sol, parfois tordus. En fin de journée, il y avait les pas précipités vers la réserve. Et enfin, les produits de l'étagère déversés sur le sol. Les derniers jours ont été les pires. Les coups sur les murs se faisaient plus sourds que d'habitude. La fissure sur le sol s'était agrandie brutalement. Les pas étaient si forts qu'on les entendait depuis l'entrée du magasin. Les lumières ne s'allumaient plus du tout. Le fichier « Il m'a retrouvé .doc » ne se fermait pas. Nos tupperwares étaient tout simplement brisés, et l'évier, bouché par de cheveux, avait débordé après que le robinet ait été ouvert à fond. Et finalement, il y a eu cette dernière journée de juin, celle qui m'a décidé à remettre à mon patron ma démission. J'étais en congé ce jour-là. Il n'y avait que mon associé pour tenir le magasin. Et je n'étais pas là pour l'aider. Je n'étais pas là pour la sauver. Ce jour-là, les phénomènes ont dû se faire plus brutaux encore qu'au cours des jours précédents. Les images de la caméra de surveillance ont en effet montré comment ma collègue a souffert des dysfonctions informatiques, des bruits sourds qui la faisaient sursauter. Et finalement, de l'acharnement porté à nos tupperwares. C'est en allant chercher sa boîte en plastique projetée dans le bureau que ma collègue s'y est retrouvée enfermée. Sur la vidéo, on voit bien comment la porte du bureau s'est refermée derrière elle avec tant de force qu'elle s'est fissurée. Et puis, la caméra n'a plus enregistré d'images, uniquement des sons. Le son d'un meuble qu'on déplace en le faisant ragler sur le sol. Puis celui de quelqu'un qui s'étouffe, qui s'asphyxie, qui cherche désespérément un peu d'air, qui fait tout pour survivre, mais qui n'y arrive pas. Les policiers ont dit que si je n'avais pas réussi à ouvrir la porte du bureau le lendemain, c'est parce que le coffre-fort avait été poussé contre la porte de manière à l'empêcher de s'ouvrir. Ma collègue était allongée sur la table, un sac plastique sur le visage et un collier de serrage resserré au maximum autour de sa gorge. Nous vendions des colliers de serrage, c'était l'un de ceux-là. Les marques sur les doigts montraient qu'elle avait tout fait pour s'en débarrasser, en vain. Quant à son visage, enfermé dans ce sac plastique, il décrivait avec une effroyable exactitude la terreur qu'elle avait dû ressentir lors de ses derniers instants de vie. Aujourd'hui, 5 ans après les faits, le magasin que la presse locale appelait le magasin de l'horreur a été rasé. Le ciment qui le composait a été retourné et des os se remontrent à la surface. Des os et du plastique. 14 squelettes de femmes ont été déterrés. Presque toutes avaient un collet de serrage autour des cervicales. L'une d'elles avait le crâne brisé, probablement après qu'on lui ait cogné la tête contre un mur. Celles qui ne portaient pas de collier de serrage ont probablement été étranglées ou noyées. Ces meurtres devaient remonter à une dizaine d'années, peut-être plus, à l'époque où le magasin n'existait pas et qu'une vieille demeure y faisait la joie des junkies. À une époque où un tueur de femmes venait d'asphyxier ses pauvres victimes avant de les noyer sous du ciment, y emprisonnant leur corps, et peut-être aussi leur âme. Il y a des choses que l'on ne perçoit pas, mais que l'on ne peut expliquer. Vous avez sûrement déjà ressenti ça. Vous êtes dans une pièce, et vous vous sentez mal. Vous ignorez pourquoi. C'est comme si vous étiez anxieux, et c'est particulièrement désagréable. C'est comme si quelque chose d'enfoui en dessous de vos pieds vous épiait et vous en voulait. C'est exactement ce que je ressens en ce moment. Je crois qu'il m'a retrouvé. Comme énormément de monde, j'aime les parcs d'attractions. Les sensations fortes, l'effervescence, les cris, les rires, parfois même les pleurs à la sortie du train fantôme. Mais j'imagine que personne ici ne connaît le parc aux Lumières. En fait, si vous êtes en capacité de lire ce texte, il est très probable que vous n'en ayez jamais entendu parler. Ce récit vous paraîtra sans doute saugrenu, mais nul doute que vous bénirez le jour où vous l'aurez lu si vous tombez par hasard sur ce lieu. Et c'est bien la seule façon de le trouver. Par hasard. Enfin, pas totalement.
D'après mes recherches, on tombe sur le parc lorsque l'on traverse des périodes difficiles. Des scènes approchent, ruptures douloureuses, état dépressif plus ou moins avancé. C'est comme si une force inconnue, le destin diront certains, plaçait le parc aux lumières sur notre chemin en ces temps amers, comme pour nous réconforter. D'une drôle de manière, vous en conviendrez au fil du récit. Je ne parlerai pas ici d'un cas en particulier, mais de généralités concernant l'endroit que j'ai pu constater et regrouper selon les différents témoignages. Comme je l'ai dit, on tombe toujours sur le parc aux lumières par hasard, à la sortie d'un virage en race campagne, sur un chemin de terre au beau milieu de la forêt. Jamais près d'une grande ville, jamais près d'une habitation. Toujours la nuit. Un Américain a trouvé le parc alors qu'il faisait du stop en plein milieu du désert. Un Allemand a croisé sa route lors d'une randonnée nocturne en montagne. Et un Français est tombé dessus après avoir conduit sa voiture dans le fossé sur une route de campagne. Au premier abord, le parc paraît immense, mais plus notre regard s'attarde dessus, plus il semble rétrécir. Comme si sa volonté première était d'impressionner, d'écraser par sa grandeur. Puis comme mu par une envie d'attirer les visiteurs, il regagne une taille humaine, plus intime. Ceux qui en ont fait la rencontre l'ont décrit comme un spectacle lumineux incroyable, d'autant plus qu'il a lieu dans des endroits complètement incongrus et déserts. Des lampions rouges, jaunes et blancs sont suspendus absolument partout, donnant l'impression qu'une ville s'est réveillée et est sortie du sol au milieu de nulle part. De l'extérieur, on peut voir les montagnes russes, les chapiteaux, les ballons multicolores. Mais tous les témoins ont été frappés par l'absence de bruit. Aucune musique, aucun son ne provient des chariots vides dévalant les pentes des montagnes russes. Bien que les témoins aient démontré une certaine curiosité, ils ne se sentaient pas irrémédiablement attirés par les lieux. Il n'y a aucun sortilège qui les aurait poussés à s'enfoncer dans le parc aux lumières. Tous y sont entrés de leur plein gré, et quelques-uns ne sont même pas allés jusqu'à là. Un japonais par exemple, qui avait croisé la route du parc une nuit entre Tokyo et Osaka, a déclaré s'être arrêté au seuil de l'entrée, puis avoir fait demi-tour, car il avait cru que l'endroit était fermé. Nulle obligation de pénétrer dans le parc donc. Concentrons-nous donc sur ceux qui sont allés à l'intérieur. C'est quand on pénètre dans le parc qu'on commence finalement à entendre quelque chose. Une musique lointaine, un écho presque, comme si le son provenait d'un haut-parleur dont on aurait réduit le volume au minimum. Ce qui frappe le plus dans cet endroit, c'est l'absence de monde. Il n'y a absolument personne. Pas de queue devant le stand de popcorn ou devant le train fantôme. Pourtant, toutes les attractions sont ouvertes. Le tir au pigeon attend que quelqu'un vienne tenter sa chance. Les boîtes de conserve empilées de jeux de massacre patientent dans l'attente d'être chahutées par une balle. Là aussi, il n'y a aucun personnel. Le parc fonctionne seul. Les témoins décrivent alors, tous sans exception, une sensation étrange qui s'empare d'eux. Ils ont soudainement l'impression que ce parc n'est pas là par hasard. Plus précisément, et sans pouvoir l'expliquer, que le parc aux lumières est ici pour eux. Ils ressentent aussi que, pour une raison inconnue, ils ont quelque chose de bénéfique à retirer de cette aventure. Alors naturellement, on s'avance plus loin dans le parc. On déambule sans vraiment avoir de but dans les allées vides, toujours bercé par cette musique lointaine. Et on entre dans une attraction. C'est à partir de ce moment-là que les choses prennent une autre tournure. Une seconde émotion s'immisce alors en nous, d'après les témoins. Une sorte d'obligation implicite. On ne doit pas sortir avant d'avoir fait toutes les attractions. Quelque chose nous fait ressentir que partir à ce stade-là pourrait s'avérer dangereux. La nature de la menace demeure inconnue, mais bien présente en nous. Alors on enchaîne les attractions qui sont étonnamment peu nombreuses. Le parc aux lumières est beaucoup plus petit une fois qu'on pénètre à l'intérieur. Et plus on enchaîne les manèges, plus l'ambiance des lieux change. Une fois le grand 8 effectué, certains stands se retrouvent fermés. Et après être allés au train fantôme, les lumières de l'entrée s'éteignent. C'est généralement après la seconde attraction qu'apparaissent d'ailleurs les panneaux « Respectez la règle ». Disséminés un peu partout, ils semblent rappeler à l'ordre les visiteurs, leur rappelant une injonction dont ils ignorent tout. À la fin de la balade des amoureux, en descendant des bateaux en forme de cygne, il n'y a plus de musique. En fin de compte, au fur et à mesure que l'on enchaîne les attractions, le parc devient austère. On a de plus en plus l'impression d'être un intrus. Plus exactement, on a l'impression de se trouver quelque part où on ne devrait pas être. Une fois passée la dernière attraction, les choses varient selon les témoignages. Ainsi, 2 Américains ont déclaré être ressortis du parc par l'entrée, comme on le ferait normalement. Un Suisse s'est endormi sur un banc et s'est réveillé allongé sous un abribus. Un Mexicain dit avoir vu une immense lumière puis avoir repris connaissance sur le quai d'une gare.
mais ils avaient tous l'impression que quelque chose en eux avait changé, en bien ou en mal. Sur 60 témoins, 38 ont déclaré que leur vie était restée la même après les faits. 12 ont vu leur situation s'améliorer. Chance en amour, richesse, promotion professionnelle, la vie a pris un tournant heureux pour ceux-ci. Et 10 autres sont tombés dans la dépression, la maladie, voire la démence. Selon leurs déclarations et celles de leurs proches, les lumières vives leur faisaient mal aux yeux. Le moindre bruit les faisait sursauter et l'odeur de la barbe à papa les plongeait dans le mutisme. Sur ces 10 personnes, 5 se sont suicidés. Bien sûr, on ne peut relier formellement ces changements de situation à la rencontre avec le parc aux Lumières. Ce ne sont que de simples constatations. Néanmoins, avec toutes les infos que j'ai complétées, j'ai compris que tout le monde, à une période de sa vie où ses défenses sont au plus bas, peut tomber sur le parc aux Lumières. Si vous pensez pouvoir en retirer quelque chose de bénéfique, libre à vous d'y entrer. Toutefois, lisez bien le passage qui suit. Avec toutes ces confessions, j'ai pu établir une sorte de notice pour que les choses se passent bien. J'ai mis en commun les témoignages les plus heureux, comme ils possédaient plus de similarités que ceux les plus sombres. J'en ai déduit les choses à faire, et celles à ne pas faire. Ceux qui s'en sont le mieux sortis ont commencé par le tunnel des amoureux. On peut y voir 3 spectacles de poupées. La première scène montre l'amour naissant entre un homme et une femme. La seconde voit le couple se séparer, mais lorsque le bateau sur lequel vous vous trouvez passerait à la 3e porte, fermez les yeux. Vous entendrez les bruits très forts, certains si près de vous que vous sentirez votre corps trembler. Un mélange de musique dissonante et de hurlements, disent certains. Quoi qu'il arrive, n'ouvrez pas les yeux. Des 5 personnes qui se sont suicidées, toutes avaient désobéi. Montez ensuite dans le Grand 8. Vous le trouverez étonnamment silencieux, car le chariot ne fait aucun bruit lorsqu'il se déplace sur les rails. Vous non plus. Ne faites plus aucun bruit. J'expliquerai ce point plus en détail un peu plus tard. Le manège n'est pas très haut. Il ne sera donc pas difficile de retenir vos cris en cas de sensation forte. Arrive ainsi un phénomène assez étrange qui n'a pas été vécu par tous les témoins de la même façon. Pour certains, le tour du Grand 8 a duré des heures. D'autres ont rapporté qu'ils n'avaient même pas eu l'impression d'avoir parcouru les rails jusqu'à la fin. En fait, ils ne se souviennent même pas d'être descendus de l'attraction. Quoi qu'il arrive, prenez votre mal en patience. Ne criez pas, ne sortez pas vos bras du chariot. Les panneaux, respectez la règle, vont apparaître. Ils seront plus ou moins nombreux, qu'importe ce qu'il s'est passé dans le Grand 8. Au fil des témoignages, j'en ai déduit que cette règle se situe autour de l'idée qu'il ne faut pas attirer l'attention, ne pas crier ou faire des gestes extravagants. Surtout que plus l'heure avance, moins il ne semble que votre présence soit la bienvenue. Quant à ce qui arriverait si vous ne respectiez pas cette injonction, j'en ai aucune idée. Il n'y a qu'un seul cas dans lequel une personne a crié lors du Grand 8. Un Italien qui est entré dans le parc avec son petit frère, ce qui en fait d'ailleurs le seul cas où 2 personnes sont entrées en même temps. Lors du tour, le plus jeune a crié, impressionné par la descente. Ils ont ensuite enchaîné les attractions, mais les lumières sont éteintes bien plus vite que ceux qu'ont rapporté les autres témoins. Lorsqu'ils eurent fini avec le parc, l'Italien rapporta qu'un voile noir était passé devant ses yeux et qu'il s'était retrouvé à marcher au bord de la route, seul. Il n'a jamais revu son petit frère. Dirigez-vous vers le train fantôme et installez-vous dans un wagon. Concentrez-vous sur vous et n'ouvrez pas les yeux là non plus. De toute façon, il n'y a rien à voir. Le wagon se déplace dans l'obscurité la plus totale. À l'occasion, vous sentirez quelque chose vous frôler. Ne criez pas. Respectez la règle. Vous ressortirez de l'autre côté au bout de quelques minutes. Bien que ce ne soit pas le manège le plus effrayant, les témoins affirment que ces quelques minutes sont celles durant lesquelles ils se sont sentis le plus en danger, sans toutefois pouvoir l'expliquer. La dernière attraction, c'est le carrousel. Si vous avez respecté l'ordre établi plus haut, il devrait s'agir du dernier manège encore allumé. Tout le reste du parc sera plongé dans le noir. Je ne sais pas si ce détail a quoi que ce soit en rapport avec leur bonne fortune, mais les 12 personnes qui s'en sont les mieux sorties étaient assises dans le carrosse de princesse. Ne prenez pas de risques et respectez toujours la règle. Vous me direz qu'il n'y a pas de quoi hurler de terreur sur un vieux carrousel. Vous auriez raison, mais du coin de l'œil, il y a de fortes chances que vous apercevez des choses bouger dans l'obscurité autour du manège. Il est possible que vous croirez voir s'agiter les chevaux de bois derrière vous. Peut-être qu'au loin, d'un coup d'œil fugace, vous verrez l'ours en train de jongler, ou le clown qui attend sagement les visiteurs, derrière le comptoir du stand du jeu de massacre. Il arrivera peut-être que l'espace de quelques secondes, vous ne soyez pas seul dans le carrosse. Mais quoi qu'il arrive, respectez la règle. Après ça, vous serez normalement venu au bout du parc aux lumières sains et saufs. Sortez comme vous le pouvez, sinon comme pour certains, le parc s'en chargera. Voilà tout ce que j'ai pu déduire des différents témoignages. Ce qui se passe ensuite est encore moins sûr.
Bonheur, malheur, richesse, maladie, rien n'est garanti. Une chose l'est néanmoins, c'est que vous n'êtes pas obligé d'entrer dans le parc aux Lumières. Pour ma part, je n'ai jamais croisé sa route. Mais ma vie n'est pas terminée, et elle me réserve sûrement des passages compliqués. Il y aura certainement des moments où je serai au plus bas. Qui sait alors si au détour d'un chemin, je ne tomberai pas sur les magnifiques lumières de ce parc vide. Si vous êtes vous-même dans une période sombre, je ne saurais trop vous conseiller que de ne pas vous promener dans des coins trop isolés, quand le soleil est disparu derrière l'horizon. Quelque part, le parc aux Lumières attend patiemment de croiser nos routes. Si cela arrivait, repensez à ce que vous venez de lire, et surtout, respectez la règle.